Ce genre de document peut paraître compliqué au premier abord, mais il suffit de les prendre les uns après les autres et de trouver un enchaînement logique. Si on étudie chacun de ces documents les uns après les autres en essayant de trouver un enchaînement logique, nous pourrons répondre à la question posée concernant l'apparition du dioxygène ainsi que les conditions de vie qui en découlent sur Terre. La première des choses est de trouver ce que l'on appelle un document d'appel qui va nous permettre de pouvoir commencer notre activité. Je propose de partir sur le document 6, le graphique. Lorsque l'on commence à étudier ce graphique qui s'intéresse à la composition de l'atmosphère, eh bien, on voit que la composition de l'atmosphère, au début, lors de la formation de la Terre, était composée donc de 80% de vapeur d'eau et de 90% de dioxyde de carbone ici. À la formation de la Terre, l'atmosphère était donc irrespirable avec beaucoup de dioxyde de carbone et une grosse quantité de vapeur d'eau. Mais on se rend compte que ces deux quantités ici de vapeur d'eau et de dioxygène diminuent fortement ici pendant à peu près 200 millions d'années, jusqu'à la formation des océans. Eh bien, on peut imaginer que la vapeur d'eau a précipité ici pour pouvoir donner les océans primitifs, et ces océans primitifs ont emprisonné une grosse quantité de dioxyde de carbone. Très rapidement, à partir de 4 milliards d'années ici, eh bien, on se rend compte que la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère est quasiment nulle, puisqu'elle a été piégée dans les océans, et la quantité de dioxyde de carbone est passée quasiment sous la barre des 10% ici. Deuxième information importante, on se rend compte ici qu'il y a l'apparition de la vie vers 3,5 milliards d'années. Cette apparition de la vie eh bien, a provoqué un peu plus tard, 1 milliard d'années plus tard environ, une augmentation de la quantité de dioxygène dans l'atmosphère qui était jusqu'alors absent. Les informations importantes apportées par ce graphique sont donc les suivantes. Lors de la formation de la Terre, il y a 4,6 milliards d'années, l'atmosphère était composée de 90% de dioxyde de carbone et 80% de vapeur d'eau. À 4,4 milliards d'années, la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone se sont retrouvés piégés pour former les océans primitifs. Et vers 3,5 milliards d'années, on assiste à l'apparition de la vie dans les océans. Et un milliard d'années après, environ, eh bien, on voit apparaître une grande quantité de dioxygène, quasiment la quantité de dioxygène présente sur Terre actuellement. Il faut maintenant essayer de trouver un document qui va nous expliquer cette apparition du dioxygène. Et on va, on a essayé de mettre en relation les traces de vie sur Terre avec l'apparition du dioxygène, eh bien, on va passer à présent au document 1. Le document 1 nous informe sur l'apparition de la vie sur Terre qui était, les premiers êtres vivants étaient ce que l'on appelle des cyanobactéries ici. Ces cyanobactéries sont des algues bleues microscopiques, et ces algues bleues microscopiques eh bien, sont capables de se multiplier, de coloniser ici dans les océans. Voici des structures particulières appelées stromatolites. Eh bien, ces stromatolites-là correspondent à des bactéries qui se sont développées sur des milliards d'années. Alors bien entendu, les bactéries sont microscopiques, mais ces structures que l'on observe encore actuellement à Shark Bay en Australie, eh bien ces structures sont composées de milliards de bactéries qui ont formé ici ces structures particulières qui ressemblent à des cailloux. L'information apportée par ces documents sont que les premiers êtres vivants présents sur Terre sont donc des cyanobactéries qui se sont développées en formant des structures appelées stromatolites. Nous repassons à présent à notre tâche complexe et on va essayer d'expliquer un petit peu le fonctionnement de ces organismes unicellulaires que sont les cyanobactéries. Et pour ce faire, eh bien, on va passer aux documents 3 et 4. Le document 3 nous indique que les premiers organismes sont donc apparus dans l'eau, comme on vient de le signaler, et que l'atmosphère était à l'époque sans aucune molécule de dioxygène. Les organismes ont utilisé le rayonnement du soleil, et c'est ce qui se fait encore aujourd'hui, pour convertir l'eau et le dioxyde de carbone en sucre, que sont des glucides, et c'est ce qui va permettre de stocker des nutriments et donc une forme d'énergie utilisable. Ce processus que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la photosynthèse, est résumé ici sur une équation que vous devez connaître. Lorsque l'on met de l'eau, du dioxyde de carbone en réaction avec la lumière du soleil, qui apporte une source d'énergie, eh bien, ça permet de fabriquer des sucres comme du glucose ou de l'amidon ou autres sucres différents qui appartiennent à la famille des glucides. Et le déchet rejeté par cette réaction chimique correspond au dioxygène. Ce dioxygène va donc être libéré dans l'air et c'est ce qui nous permet
de revenir à notre information sur le graphique, permettant d'expliquer l'augmentation du dioxygène dans l'atmosphère grâce à cette libération par les êtres vivants de l'époque. On va à présent expliquer ce qui se passe lors de la libération de dioxygène dans l'atmosphère, et c'est ce que les scientifiques appellent la catastrophe de l'oxygène. Pourquoi pas catastrophe du dioxygène? Parce qu'à l'époque, les êtres vivants n'utilisaient pas plus de dioxygène puisqu'il n'y en avait pas dans l'air. Et donc cette libération de dioxygène qui est passée ici de 0,001% à environ 20%, eh bien, va constituer ce qu'on appelle une crise écologique majeure, puisque beaucoup d'êtres vivants, ne supportant pas ce dioxygène, vont être amenés à disparaître. Ce dioxygène était en effet toxique pour la plupart des organismes de l'époque. Beaucoup meurent, mais certains êtres vivants ont réussi à s'adapter. Et cette libération de dioxygène dans l'air, eh bien, va permettre aussi de protéger, et c'est ça qui est important, l'atmosphère des rayons du soleil, notamment les rayons UV. En effet, les molécules de dioxygène peuvent se réunir entre elles pour former de l'ozone, de formule chimique O3. Eh bien, l'ozone va permettre de filtrer les rayons ultraviolets du soleil, et cette protection, finalement, va permettre à certains êtres vivants de pouvoir sortir des océans et économiser le milieu atmosphérique. Donc les informations apportées par ces documents sont les importantes. Pour beaucoup d'êtres vivants à l'époque, le dioxygène était considéré comme toxique et entraînait donc cette crise majeure, mais ceci a permis aussi la formation d'une couche d'ozone qui a offert une protection vis-à-vis des rayons ultraviolets et permis donc une sortie des océans. Nous venons de traiter à présent tous les documents en suivant un enchaînement logique, chacun document rapportant à un autre. Le premier document qui a été traité, c'est le document 6, ici, avec l'évolution de la composition de l'atmosphère en fonction du temps. Ceci nous a ramené aux documents 1 et 2 qui ont permis de voir un petit peu comment s'est formée l'apparition de la vie sur Terre. Cette apparition de la vie sur Terre nous a permis de voir ensuite comment ces êtres vivants se sont développés et la catastrophe du dioxygène qui a permis ensuite l'apparition d'une nouvelle vie et de la colonisation du milieu terrestre. Cette tâche complexe est à présent terminée, il suffit de prendre toutes les informations récupérées par les documents et de les remettre sous la forme d'un petit texte explicatif, ce que je vous laisse lire ici.